L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. On a l'impression, bonjour François Bayrou encore une fois, on a l'impression qu'il est un peu hors sol, François Hollande. En tout cas, la posture qu'il a choisie, la posture qu'il a choisie est une posture qui ne peut que rencontrer le scepticisme, d'abord ironique et puis après fâché des Français. Quand vous pensez que le thème de la réunion électorale de lundi, c'était ça va mieux à l'école. Quand vous êtes enseignant et que vous voyez toutes les difficultés qui sont très lourdes et qui ne tiennent pas seulement au poste, l'incompréhension que le gouvernement a manifestée à l'égard de l'école, au fond, à l'égard de tous ceux qui la font et de tous ceux qui la portent et de tous ceux qui subissent des échecs, c'est comme une provocation. Alors, sur l'école, et pour beaucoup d'entre eux, c'est comme une gifle. Sur l'école, pardonnez-moi, on va y revenir. Je voudrais simplement qu'on fasse ça dans l'ordre et qu'on termine sur François Hollande. Ce qui est assez bizarre, c'est que dans le magazine Society, Manuel Valls, qui en général est toujours, comment peut-on dire, pugnace, avait l'air de dire aussi qu'un certain nombre d'erreurs avaient été faites. Là, rien dans cette réunion du Théâtre du Rond-Point pour commémorer donc les 80 ans du Front populaire, c'est-à-dire pas la moindre parenthèse, pas la moindre manière de considérer que des choses ont peut-être été ratées. Donc il y a quand même une nature particulière, ce garçon. Enfin, moi, je suis pas un adepte de la confession publique et de la contrition à perpétuité, parce que je pense que... Enfin, il y a des incidents dans la rue tous les jours. Oui, mais ceci est autre chose. Ce que vous dénoncez, c'est que... Enfin, moi, je dénonce rien du tout. La question que vous posez, elle porte non pas sur un discours, mais sur l'ignorance de la réalité. Et en effet, le nombre d'incidents, d'échecs, de situations insupportables que les Français voient sous leurs yeux et vivent dans leur vie, c'est quelque chose d'extraordinairement frappant et même d'extraordinairement choquant. Et moi, je crois pas du tout qu'une campagne aussi méthode Coué puisse avoir la moindre chance de convaincre les Français. Est-ce que vous pensez que François Hollande sera au deuxième tour? Et est-ce que vous pensez que je pense depuis longtemps que François Hollande a perdu le crédit qui lui était fait pour ces 5 années et donc ses chances de réélection parce qu'il a refusé ou il n'a pas su assumer la fonction qui devait être la sienne, la fonction de président de la République, c'est-à-dire de quelqu'un qui montre le chemin, est en phase avec le peuple qu'il a élu et dessine un horizon. Il s'est dérobé perpétuellement à ce devoir-là, pour une raison que tout le monde voit bien, c'est qu'il ne fallait pas fâcher sa majorité ou une partie de sa majorité. Or, un président de la République ne doit pas vivre avec l'idée d'une majorité, c'est pas son travail. Ça, c'est le travail du Premier ministre. Le président de la République, qui doit vivre avec l'idée d'un peuple tout entier, réuni. Pas d'un peuple coupé entre majorité et opposition, droite et gauche, et à l'intérieur de la gauche, entre une certaine gauche et une autre. Laurent Berger, qui a soutenu au départ, qui a soutenu en partie donc le projet de loi El Khomri qui est en discussion donc au Parlement, est quand même très très critique ce matin dans le Figaro. Il parle des désordres dans la rue, il y a encore des manifestations à Nantes avec des interpellations, des blessés parmi les forces de l'ordre. Il dit il y a absolument aucun cap, on n'explique pas aux Français exactement où on va, ni sur le plan économique, ni sur le plan évidemment politique. C'est quand même le réquisitoire le plus violent d'une sorte d'allié idéologique de la gauche. Alors je vais vous répéter des choses que j'ai déjà dites à votre micro. Il y a une chose qui est extraordinairement frappante. Cette loi, El Khomri, c'est une loi emblématique de la dernière partie de ce quinquennat. Une loi emblématique de la dernière partie du mandat. Donc une sorte de tombeau, d'après François. Et le seul, c'est un mot trop littéraire pour la chose, et donc emblématique. Et cette loi-là, si importante, dans laquelle le gouvernement joue sa crédibilité et peut-être sa survie, cette loi-là, le président de la République n'en a jamais dit un mot devant les Français. C'est une loi très importante, était très importante dans sa première mouture, dans les intentions qui étaient les siennes, puisque c'était une loi qui affirmait que l'assouplissement du droit du travail était une
conditions pour que les emplois se créent. Ça, c'est il en a parlé dans l'émission qu'il a faite question face aux Français. Enfin, il a beaucoup sur ce sujet. Il n'a pas assumé. Vous pouvez pas citer une phrase, vous qui êtes un observateur attentif, vous pouvez pas citer une phrase qu'il ait dite sur ce sujet, une phrase qui ait fait image et qui se soit gravée dans l'esprit des Français. La ligne politique de François Hollande, il ne l'assume pas, il ne l'a pas assumée, et c'est pourquoi il va se trouver en très grave difficulté. Est-ce que vous considérez que le 49.3 est l'arrière-pensée de Manuel Valls? C'est ce que dit un ancien conseiller de Myriam El Khomri ce matin dans les journaux, c'est-à-dire qu'ils vont faire semblant de discuter, puis qu'à un moment, c'est ce qui va arriver. Parce qu'autrement, ça ne passera pas. C'est pas une arrière-pensée, c'est une nécessité. C'est-à-dire que, sauf à aller de recul en recul, ce qui est jamais impossible, mais ils ne trouveront pas de majorité pour ce texte, les décomptes qui ont été faits, y compris par le rapporteur, sont des décomptes incroyablement pessimistes, puisqu'il manque plusieurs dizaines de voix. Donc on va tout droit à un accident parlementaire qui peut s'achever en effet par un 49.3, vous vous rendez compte que ce passage en force. Justement, ce matin, un sondage est là, montre que 3/4 des Français sont contre cette loi dans l'état actuel des choses. Donc si on la passe en force avec les 3/4 des Français qui sont contre, la situation sociale, je vois pas comment elle peut s'améliorer. Mais la situation sociale ne s'améliore pas. C'est une, comment dirais-je, c'est une communication, c'est un plan de communication, d'ailleurs sans substance, qui consiste à multiplier les affirmations autour de ce mantra qui dit ça va mieux, ça ne va pas mieux. Les Français le savent, et plus on leur dit que ça va mieux, quand ils voient que ça n'est pas le cas, plus ça les fâche. Est-ce que vous considérez qu'Alain Juppé, par exemple, c'est le point de vue d'un des politologues et sondeurs qui est Gaël Slimane, a d'ores et déjà gagné la primaire parce que son avance est trop considérable pour que même une entrée en campagne tonitruante de Nicolas Sarkozy puisse permettre de remonter? Guillaume Durand, je peux me tromper, mais ceux qui disent que les élections sont jouées à l'avance n'en ont jamais vécu de l'intérieur. Aucune élection, pas une primaire. Alain Juppé a une avance, mais cette avance est une avance qui peut naturellement être remise en question au fur et à mesure que l'on avance, et il va lui revenir, ça n'est pas joué, et il va lui revenir évidemment de porter et d'alimenter l'espoir que beaucoup de Français mettent en lui. Dont vous. Dont moi. Justement, je reviens à cette affaire des 3/4 des Français qui sont contre la loi travail dans son aspect évidemment d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un problème pour les gens de la droite et du centre qui voulaient toiletter le code du travail, qui voulaient mettre une part de libéralisme dans la société française pour rattraper nos voisins, de se rendre compte que finalement les Français sont tout à fait hostiles à tout ça? Oui. Parce qu'on ne leur parle pas, parce qu'on ne fait pas ce qu'on appelle la pédagogie des orientations que l'on prend, parce qu'on ne les défend pas, parce qu'il n'y a pas de leadership, parce qu'on s'adresse pas au peuple des citoyens comme à ceux qui, en effet, sont les premiers concernés par ce qui va se passer. Mais vous parlez de la loi, moi je vais vous dire deux choses simples. Il y a une chose que j'approuve, c'est qu'on puisse avoir en effet des discussions à l'intérieur de l'entreprise et que ces discussions puissent changer la manière dont on travaille. Ça c'est bien, mais je suis radicalement durement opposé à deux orientations. La première, c'est qu'on surtaxe les contrats à durée déterminée. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a ce qui doit faire hurler tous les gens de bon sens. C'est pas uniquement le patronat qui a du bon sens, c'est les gens. Je citais parmi les gens dans le champ économique. C'est ceux pour qui il est important de trouver du travail qui doivent hurler. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, il y a près de 90% des contrats de travail signés qui sont signés en CDD. Si on veut les surtaxer, et si on croit que parce qu'on les surtaxe, les entreprises vont créer des CDI, surtaxe, donc ils vont passer ça prouve une fois de plus qu'il y a une partie de la gauche qui n'a pas les yeux en face des trous du point de vue du travail, qui ne ressent pas les choix de l'entreprise. Ça, c'est la première raison pour laquelle je suis radicalement opposé. Je trouve que c'est anti-économique et anti-emploi. Et la deuxième raison, je suis opposé au fait que l'on baisse le tarif, qu'on baisse ce que rapportent les heures supplémentaires, parce que je pense qu'on doit payer le travail. Et que l'idée selon laquelle, au fond, une heure supplémentaire, on va faire en sorte qu'elle ne rapporte pas aux salariés l'effort qu'il va y mettre, est une idée que je combats. Si j'étais Nicolas Sarkozy, je sourirais en vous entendant défendre les heures supplémentaires. Écoutez, c'est peut-être parce que vous n'avez pas suivi les campagnes électorales non
nombreuses que nous avons faites absolument. sur ce sujet. S'il y a un point sur lequel j'ai été plutôt proche de Nicolas Sarkozy, c'est celui des heures supplémentaires. Ma seule différence, c'est que je propose qu'on en abaisse le coût en amputant la prime sur les charges que les heures supplémentaires paient. Avant qu'on termine sur l'école, parce que je sais que ça vous tient à cœur, je voudrais quand même qu'on dise un mot sur les propos assez durs, parce que ça touche beaucoup les Français aussi, mais alors dans les deux sens, d'Emmanuel Macron à l'égard du salaire de Carlos Ghosn. Il est en train carrément de le menacer, de légiférer. Est-ce qu'il faut faire une loi sur les rémunérations des grands patrons du service public? Je ne sais pas s'il faut faire une loi, mais quand un salaire devient indécent, outrepasse la limite qui devrait être celle du bon sens et au fond de la décence que l'on doit dans une période de crise, je pense qu'il est nécessaire de le dire. Je veux rappeler que l'Assemblée générale des actionnaires... De le dire ou de le faire? D'en prendre acte. Je rappelle que l'Assemblée générale des actionnaires a refusé cette augmentation de salaire et que, naturellement, c'est le conseil d'administration où siègent beaucoup de gens qu'on a choisis qui sont allés dans le sens de cette augmentation, et je trouve ça extrêmement choquant, et tous les Français qui nous écoutent sont choquants. Tous ceux qui s'y opposent ont raison. La dernière question concerne effectivement l'éducation. Tout à l'heure, vous expliquiez le champ de ruines, d'après vous, qui est l'éducation nationale. Mais quel est le problème majeur qui est posé, puisque finalement François Hollande, comme Madame Belkacem, eux aussi font le constat, de leur point de vue, que ça va beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut donner, pour terminer cet entretien, un exemple d'après vous? Beaucoup d'enseignants vous écoutent, et je vous assure que, en nous entendant, ou en entendant cette phrase de François Hollande, ils font des bons. Parce que la situation, elle est profondément dégradée, et plus dégradée encore, le sentiment que les enseignants ont, qu'on se moque d'eux. La réforme du collège, qui est une atteinte profonde, non pas seulement à ce qu'ils font comme exercice professionnel, mais une atteinte profonde à leur métier, une atteinte profonde à ce qu'ils sont. Cette réforme du collège, on annonce que naturellement on n'y touchera pas, on dit même qu'aucun ministre successif, et moi je dis qu'il y a là un enjeu majeur de l'avenir, et que l'alternance doit être en même temps le signal de départ de la suppression de la réforme du collège, d'une reconstruction à partir de la base de ce que doit être l'éducation nationale, de ce qui doit se passer dans les classes, c'est-à-dire avant tout une transmission de connaissances, un soutien à l'épanouissement des élèves, mais une transmission de connaissances pour que on ait le sentiment que à l'école on reçoit quelque chose, et que quand on est enseignant on donne quelque chose, et que on sorte de ces foutaises que sont vous savez, soi-disant enseignements pluridisciplinaires à l'intérieur de laquelle on suggère qu'il faut étudier pendant 3 mois l'électrocution de Claude François dans une baignoire. Ils y ont renoncé. Parce que, oui, mais ils y ont renoncé. Mais vous voyez bien que tout va dans ce sens. Au lieu d'avoir des enseignements solides, on a du chewing-gum. Du chewing-gum à plusieurs. Eh bien, ça n'est pas mâcher du chewing-gum à plusieurs qui peut faire avancer l'éducation nationale. Merci François Bayrou d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique, donc pour défendre votre point de vue à la fois sur l'éducation nationale et sur la situation politique. Bonne journée à vous. Nous avons rendez-vous avec la revue de presse. Le rappel des titres sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première.